Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est aligné sur la candidature de son ex-femme Nkosazana Dlamini-Zuma au poste de président du Congrès national africain. L'ANC doit élire un nouveau leader en décembre 2017. L'Assemblée nationale malienne a adopté ce 3 juin à la majorité une loi portant révision de la Constitution. Mais le texte continue de diviser la classe politique. L'opposition a d'ailleurs voté contre. Et le Zimbabwe, qui a abandonné sa propre monnaie en 2009, connaît une pénurie de liquidités. Cette pénurie oblige les banques à limiter les prélèvements quotidiens. Mais tout d'abord, le président togolais Faure Gnassingbé, élu président de la CEDEAO à l'issue de la 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale qui s'est clôturée ce dimanche 5 juin à Monrovia au Libéria. Le président togolais remplace ainsi la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Dans son discours, il a appelé à plus d'intégration et encouragé un peu plus encore la mobilité économique dans la sous-région. Le président sud-africain Jacob Zuma soutient la candidature de son ex-femme et ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, au poste de président du Congrès national africain. L'ANC, parti au pouvoir, doit élire un nouveau leader en décembre 2017 et le gagnant deviendra peut-être le prochain président de l'Afrique du Sud lors de la présidentielle de 2019. Face à elle, des candidats comme le vice-président Cyril Ramaphosa. Les détails avec Deogracias Podo. La Ligue des femmes du Congrès national africain, le parti créé par Feu Nelson Mandela, réitère son soutien à Nkosazana Dlamini-Zuma, plébiscitée pour briguer la présidence du parti. Elle devrait donc succéder à l'actuel président Jacob Zuma, vivement critiqué pour le bilan de sa gouvernance, mais surtout en raison des scandales à répétition sur les plans politiques et économiques. Mais pour accéder à ce poste, ultime étape avant la magistrature suprême, encore faut-il que l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine séduise l'électorat de deux autres figures politiques, notamment l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, soutenu par le Parti communiste sud-africain, et l'actuel trésorier de l'ANC, Zweli Mkhize. Nous ne voulons pas seulement une femme ordinaire, nous voulons le docteur Zuma. Elle n'est pas seulement une femme, elle a un très haut niveau d'études. Le vice-président Cyril Ramaphosa en fait partie. Cette fois-ci, nous voulons une femme présidente. Depuis plusieurs mois, les tractations se multiplient au sein même de l'ANC en vue de trouver un successeur à l'actuel leader, Jacob Zuma. L'enjeu est de taille. Le futur dirigeant de l'ANC est, sauf surprise, assuré de devenir chef de l'État en cas de victoire du parti aux élections générales de 2019. Le président Jacob Zuma ne peut briguer un troisième mandat à la tête du pays. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger notre pays. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin de femmes. Nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. À 67 ans, Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne épouse de l'actuel président sud-africain, reste une figure historique de l'ANC. Certains analystes estiment que son choix de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête de l'Union africaine est le résultat de ses ambitions politiques pour l'Afrique du Sud. Reste à savoir si son pari sera gagnant déjà en décembre 2017. L'Assemblée nationale du Mali a adopté ce samedi 3 juin à la majorité une loi portant révision de la Constitution, un texte rejeté par l'opposition. Pour valider ou non cette révision, un vote par référendum est prévu. Le 9 juillet prochain, les Maliens sont appelés aux urnes. Les précisions avec Oumou Kalsoumba. Mali, le projet de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté par le Parlement. Le vote s'est tenu le samedi 3 juin 2017 à l'hémicycle. 111 députés sur 30 ont voté oui pour le projet de loi. Selon les membres de l'opposition qui ont voté non, le référendum constitutionnel ouvre la voie à la création d'un Sénat et renforce les pouvoirs du président de la République. En rappel, l'élection référendaire se tiendra le 9 juillet 2017. L'opposition en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle. Nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition finale ne prenait pas en compte nos principales observations. Il était question de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon
d'introduire la destitution du président de la République. Du côté du pouvoir, les autorités rassurent. Elles avancent que ce projet de loi référendaire va conforter l'état de droit et la démocratie. Parallèlement, il permettra aux autorités coutumières, traditionnelles ou régionales de s'impliquer davantage dans la vie sociopolitique du Mali. L'égalité constitutionnelle, sans aucune autre ambition que l'ambition de créer un Mali démocratique, fort et pluraliste, puisqu'il a affirmé clairement qu'il n'y aura pas de changement de république, que nous restons dans la même république, qu'il s'agissait simplement de conforter dans ces institutions. La République du Mali a connu à ce jour 3 élections référendaires. La Constitution de 1960 avait instauré un régime présidentiel fortement centralisé. Après le coup d'État militaire du 19 novembre 1968, elle est abrogée et remplacée par une loi fondamentale le 28 novembre 1968. La Constitution du 2 juin 1974 est adoptée par référendum. Cependant, les militaires restent seuls au pouvoir avec un parti unique. 18 ans plus tard, en 1992, la Troisième République est instaurée avec un régime de transition démocratique. Dans l'actualité également, un rapport de l'ONU dresse un bilan accablant des violences commises en Centrafrique. L'enquête des Nations Unies détaille 620 crimes perpétrés par des militaires entre 2003 et 2015. Des soldats tchadiens seraient impliqués dans des exactions contre des civils. Des accusations que réfute le gouvernement tchadien. Un sujet de la rédaction. Les soldats tchadiens seraient mis en cause dans de nombreuses exactions commises en Centrafrique, selon un rapport publié le 30 mai par l'ONU. L'enquête des Nations Unies détaille 620 crimes commis par des militaires ou des groupes rebelles dans le pays entre 2003 et 2015. Une révélation qui n'épargne pas les militaires tchadiens. Accusation que les autorités du pays réfutent. Pour nous, c'est une conspiration contre notre pays par rapport à ce que nous avons déployé comme effort pour la réussite de la stabilité et la paix, le retour de la paix dans ce pays frère qu'est la Centrafrique et qui nous est cher. En effet, les forces tchadiennes formaient le plus important contingent de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine de décembre 2013 à mi-avril 2014, date de leur retrait prématuré à la suite des accusations d'exaction. Un retrait que les autorités tchadiennes ont justifié par le souhait de préserver l'intégrité de leurs troupes qui étaient alors remises en cause. À la demande de la communauté internationale, nous avons retiré nos forces et nous avons automatiquement également, à titre de conservation et de préserver notre sécurité et la sécurité de nos ressortissants, et la plupart des retournés tchadiens de Centrafrique, des milliers qui sont revenus et qui avaient connu des massacres très graves, des violations systématiques de graves, par le simple fait qu'ils soient identifiés tchadiens et consacrés et considérés comme les auteurs des graves crimes en République de Centrafrique. Nous avons fermé les frontières, retiré nos troupes. Le ministre de la Justice tchadien, Ahmad Mahamat Hassan, dans une lettre datée du 24 mai adressée au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a fait état de la position du gouvernement tchadien concernant ce rapport qui, selon lui, n'est pas valide en l'absence de preuves. Le Zimbabwe fait face à une pénurie de liquidités, un coup dur pour le pays, étant donné que depuis 2009, il ne dispose plus de monnaie nationale. On y commerce en euros, en yuan chinois ou alors en dollars américains, la monnaie la plus utilisée. Avec la chute des cours des matières premières et la sécheresse, les exportations ont dégringolé, réduisant ainsi l'entrée dans le pays de monnaie étrangère, une situation de plus en plus alarmante. On écoute à ce propos Nelson Banya, économiste zimbabwéen. Il s'agit essentiellement d'une crise de confiance dans l'économie et dans le secteur financier, en particulier dans les banques, ce qui explique la pénurie de nouveaux dépôts en espèces dans le système. Le milieu financier indique qu'il y a des dépôts de 6 milliards de dollars, mais en réalité, des éléments prouvent que très peu de dépôts de liquidités ont été effectués. Voilà pourquoi vous avez de longues files d'attente. Les gens veulent simplement retirer leur argent du système. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.